Bonjour et bienvenue chez Natixis, cet événement maintenant presque traditionnel de notre exercice de prévision pour l'année qui vient. Alors 2023 ne fait pas exception, comme chaque mois de décembre, on se gratte la tête et on essaie de trouver des scénarios les plus plausibles. Et bien oui, 2023 semble très compliqué, les prévisions sont toujours difficiles quand elles concernent l'avenir, disait un grand philosophe français. Et ben c'est toujours le cas pour cette année, effectivement, mais c'était déjà le cas en 2022 où on nous prévoyait la pire crise de l'histoire avec cette guerre en plus qui est venue se surajouter à des goulots d'étranglement, etc. Et finalement, on va voir que l'année 2022 se termine plutôt bien. 2023 s'annonce plus compliqué. Alors, cette année, on a un petit peu changé de format. On va évoluer avec 3 parties successives. Traditionnellement, on va commencer avec la macroéconomie. On va surtout parler d'Europe et de crise énergétique. Ça nous semble être vraiment les sujets de cette année et de l'année prochaine encore. On va parler aussi de Chine. Je crois qu'un des grands sujets du moment, c'est ce qui a rebond ou pas de la Chine. Ça va jouer sur la croissance mondiale, ça va jouer sur la demande de matières premières ou pas. Et donc, je crois qu'il faut pas mal parler de Chine. Donc, macroéconomie dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va vraiment rentrer dans le cœur de la crise énergétique. On a le plaisir d'avoir le directeur général de l'ACRE, l'autorité de régulation de l'énergie en France, qui va avoir un dialogue avec notre spécialiste de l'énergie, Ivan Pavlovic. Ça va être passionnant pour un peu, est-ce qu'on va passer l'hiver à tricoter des pulls, à allumer des bougies, ou finalement ça va aller, et quid de 2024. On va parler de tout ça avec Dominique et Ivan, ça va être passionnant, je pense. Et puis traditionnellement, on finira par qu'est-ce qui peut être tiré comme conclusion en termes d'allocation, de marché, qu'est-ce qu'il faut penser des banques centrales, avec un petit focus notamment sur les banques qu'on a rajouté cette année. Il nous semble que les banques sont un peu aussi au cœur de pas mal d'attention. Donc voilà, trois petites parties. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser un maximum de questions. J'essaierai de les prendre au fur et à mesure et de les distiller à nos interlocuteurs. En guise d'introduction, on va parler Europe et États-Unis, Europe et Chine, pardon. Si je parle un tout petit peu du scénario global, nous, ce qu'on a comme en tête, c'est quand même que le gros ralentissement, il est évidemment devant nous. La question, il n'est pas de est-ce qu'on a une récession ou pas. La question, c'est de combien sera la récession, de combien de temps elle sera. Sur l'inflation, c'est pareil. Nous, on n'a pas tellement de doutes sur le fait que l'inflation va ralentir. La question, c'est à quel rythme et jusqu'où. C'est-à-dire qu'on sent bien que l'inflation, typiquement, va revenir à des niveaux beaucoup plus raisonnables. On va en parler, mais typiquement, sur la fin d'année prochaine aux États-Unis, on voit des chiffres autour de 2,5-3 en fin d'année 2023 pour l'inflation, donc on vient de plus de 9. En Europe, c'est pareil, on va être un peu plus de 3% en fin d'année prochaine, donc on voit bien qu'on est sur une tendance à pas la normalisation, parce qu'encore une fois, on est très loin des chiffres qu'on avait pré-Covid. Souvenez-vous, pendant 10 ans, on avait 0,9% d'inflation en Europe. Non, on ne reviendra pas à ça. Il y a la transition énergétique, il y a la crise énergétique, il y a la guerre en Ukraine qui va continuer à peser, il y a la démondialisation, c'est la fin de la mondialisation telle qu'on la connaît. On voit bien chaque jour des preuves de ça. Et même, on va parler peut-être un peu de ça avec l'Inflation Reduction Act. On voit bien que les États-Unis sont en train de rattraper leur retard en énergie, transition énergétique. Et ça a peut-être un coût en termes de guerre commerciale, finalement, afférent à tout ça. Donc, on a un vrai ralentissement de l'économie mondiale. Vous voyez, peut-être pas beaucoup plus que 2 points de croissance sur le PIB mondial. Donc, gros ralentissement. Tout le monde ralentit. Les États-Unis font à peine mieux, finalement, que l'Europe l'année prochaine. On est à 0,6 sur les États-Unis, donc à peine mieux que l'Europe l'année prochaine, alors que cette année, les États-Unis font 1,8, donc beaucoup moins bien que l'Europe qui est au-delà de 3. Donc c'est vraiment un ralentissement généralisé, la Grande-Bretagne, etc. On a ce choc de croissance, évidemment. Une inflation au plus haut depuis 40 ans, ça mord sur le pouvoir d'achat aux États-Unis. 20 mois consécutifs de perte de pouvoir d'achat. Ça mord donc sur la consommation, 70% du PIB aux États-Unis. Ça mord sur les intentions d'investissement. On voit les enquêtes qui sont très basse. Alors c'est très intéressant parce qu'on va en parler avec Jésus, mais en Europe, finalement, les indicateurs de confiance sont bas et pourtant la production industrielle, on est plutôt en train de la réviser à la hausse dernièrement, donc finalement ça ne se tient pas si mal. Regardez l'automobile, regardez l'aviation, on a un certain nombre de chiffres assez étonnants finalement, mais quand même, globalement, inflation, mort sur la consommation par le pouvoir d'achat, des pertes de pouvoir d'achat qu'il induit, ça mord sur l'investissement, évidemment, donc ralentissement devant nous l'année prochaine, très massif. On ne parle pas de récession chez nous, on va dire que c'est plutôt une stagnation, au sens où à la fin de 2023, les PIB européens, américains seront quand même supérieurs à ce qu'ils étaient fin 2022. Donc c'est pour ça que nous, on ne dit pas, attention, ce n'est pas une grosse récession, c'est plutôt une espèce de stagnation. Mais ayant dit cela, vous avez quand même l'essentiel des pays de l'OCDE qui va connaître une récession au sens technique du terme, avec 2 trimestres consécutifs de baisse des PIB. Petit mot sur les États-Unis, parce que ce n'est pas évident, on se dit, tiens, c'est peut-être un gagnant finalement de ça, avec
un pays qui est exportateur net de pétrole, de gaz, et on voit bien que les États-Unis exportent massivement du LNG pour remplacer le gaz russe. Le gaz russe, 40% du gaz qui était importé en Europe, remplacé par la Norvège, par le Qatar, et aussi par le LNG américain qu'on détourne d'Asie, etc. On va en parler. Mais globalement, on voit bien que les États-Unis sont un petit peu le gagnant exportateur net d'énergie, et pourtant, énorme choc aux États-Unis. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les États-Unis appuient sur les deux freins en même temps, c'est très net. Jamais dans l'histoire, depuis les années 70, la Banque centrale américaine avait remonté de 400 points de base ses taux aussi rapidement. Nous, on est assez confiants que les États-Unis vont continuer à monter les taux, 50 BP au mois de décembre et puis 50 BP encore en février. Mais ça s'arrêtera finalement assez vite, autour de 5%. Pourquoi ? Parce qu'on voit que déjà l'inflation est en train de ralentir, que déjà on voit des signes de ralentissement aux États-Unis, pour nous quand même assez net. Ça fait quand même 4 mois que l'inflation baisse, on était à 9,2, on est à 7,7, on voit des prix à la production qui s'écroulent, on voit des indicateurs avancés de l'inflation, que ce soit les maisons, sur l'immobilier. Pensez que les taux de mortgage à 30 ans aux États-Unis ont monté à plus de 7%, et la demande de crédit immobilier, moins 70%, donc il y a vraiment un impact. Le resserrement des conditions financières, c'est pas une mince affaire en ce moment aux États-Unis. On voit tout qui commence à être un petit peu compliqué, et donc ça, ces resserrements des conditions financières vont vraiment peser. Donc la politique monétaire pèse, typiquement sur le ménage américain, qui s'est bien tenu malgré cette perte de pouvoir d'achat par deux biais. Un, il a fait appel à son épargne excédentaire post-Covid, mais ça c'est terminé, il n'y a plus d'épargne disponible aux États-Unis. Et deux, par du crédit. Mais on voit bien qu'avec la remontée des taux, je le disais sur l'immobilier, il n'y a plus du tout une demande de prêt immobilier en ce moment. Les crédits à la consommation sont en train de ralentir aussi. On a un certain nombre d'indicateurs, même si finalement le Black Friday s'est bien passé, plus 8% par rapport à l'année dernière. Mais quand même, on est plutôt sur une consommation qui va ralentir dans le futur. Et on voit un taux de chômage remonter à 5,5% aux États-Unis progressivement. Donc ça va quand même mordre sur la confiance, la consommation des ménages américains. Et puis la chose assez nouvelle, c'est quand même qu'on a ce ralentissement budgétaire. On parle beaucoup de l'Inflation Reduction Act, c'est très important, surtout pour la planète. Finalement, les États-Unis mettent 370 milliards sur la table pour se verdir, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être moins une bonne nouvelle pour la compétitivité de certaines entreprises européennes. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que la politique budgétaire reste très restrictive. Finalement, quand on compare à 2021, on a plutôt une trajectoire de réduction du budget américain. Et avec le Congrès divisé aux États-Unis, il nous semble assez manifeste qu'on ne va pas avoir plus de soutien budgétaire et puis il faut se projeter très rapidement dans les élections américaines. Ça va être un petit peu difficile d'imaginer des grands plans de relance, ça va être un peu un blocage quand même au Congrès à la fin. Donc pas de relance budgétaire, de la politique monétaire qui commence à mordre sur les États-Unis. Donc ça explique notre regard assez, pas noir, mais en tout cas très très prudent sur l'économie américaine. Après, si on voulait se projeter sur 2024, c'est un petit peu comme le reste du scénario qu'on a pour nous, c'est qu'on a ce gros ralentissement en 2023, mais on est plutôt à penser qu'en 2024, on revient à des chiffres de croissance, 1,5, 1,8 aux États-Unis, entre 1 et 1,5 en Europe. 2024, on va en parler avec Alicia, on est plutôt autour de 4,5. Donc on voit bien que 2024 revient. Et en creux, on voit bien que cette année 2023, finalement, c'est un peu une consolidation, un retour qui va permettre aux économies de repartir vers une nouvelle normalité par la suite. Alors pourquoi on pense que ça ne perdure pas dans le temps ? C'est qu'on pense que finalement, et on va en parler beaucoup avec Dominique et Ivan, que la crise énergétique, elle est loin d'être finie. La transition énergétique, elle ne fait que débuter, elle s'accélère massivement, mais ce n'est qu'un début de process. En revanche, on pense quand même que le gros de la crise énergétique, il est derrière nous. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'on ne reverra pas pour nous les 340 € de TTF qu'on a vu en gaz. On ne reverra pas forcément, on va en parler avec la CRE, mais je ne suis pas sûr qu'on revoie les 2000 € le mégawattheure d'électricité en France qu'on a vu en avril. On ne reverra sans doute pas les 140 € de pétrole, ou en tout cas pas durablement. Nous, on prévoit des prix du pétrole qui restent à peu près à leur niveau. Ils sont plutôt autour de 85, peut-être qu'ils vont venir autour de 100. Pour le gaz, on prévoit 140 € le TTF l'année prochaine, mais on est très très loin. Vous voyez des niveaux qu'on a eus en 2022. Et puis si on rajoute à ça un certain nombre d'indicateurs, typiquement les prix du blé, je perds mon oreillette, les prix du blé qui sont en baisse de 40%, les prix des containers en baisse de 80%, on voit un certain nombre de choses qui sont en train de se normaliser quand même très très vite. Et donc cette espèce de choc inflationniste qui va être ce coup d'arrêt déclenché sur les économies, finalement il ne perdure pas complètement. On va avoir des effets de base très très forts, très significatifs. Quand le mois de mars, on va le comparer au mois de mars 2022, lors de l'invasion de la Russie de l'Ukraine,
on va avoir des effets de base quand même assez forts. Donc on a quand même cette inflation, hein, c'est assez courageux de notre part si je puis dire, mais de voir 3% d'inflation Europe, États-Unis dès la fin de l'année prochaine, c'est pas tout à fait consensuel, mais il nous semble qu'on a des effets très, très forts de désinflation. On rajoute à ça un dollar qui pour nous a sans doute vu son pic, donc ça va aussi apporter un peu de désinflation en Europe l'année prochaine. Donc si je conclus et j'ouvre le débat avec mes camarades de jeu, on a finalement cette idée que le scénario 2023, c'est quand même celui d'un gros choc. Hein. On est d'accord qu'il y a une récession, mais c'est vraiment une récession pas douce. Hein. J'essaie de traduire mild recession en français, mais c'est une récession quand même assez limitée. Hein. C'est plutôt de la stagnation au sens où finalement les banques centrales vont assez vite pivoter, y compris en Europe, on va en parler. Les États-Unis, on est très proche de ça. Ils ont fait les 4/5 du mouvement de taux. L'Europe, pour nous, on ne va pas aller beaucoup plus qu'au-delà de 2,5-3. Hein. On est même à 2,5 parce que voilà, on va faire autre chose que de la hausse de taux par la suite. Et puis, finalement, en Europe, on met du budget. Hein, 200 milliards en Allemagne, 4 points de PIB. C'est dur d'imaginer les grosses récessions. Et c'est dur d'imaginer autre chose que de la désinflation aussi, de ce point de vue-là. Quand vous gelez les prix, on a vu l'efficacité de la France là-dedans, hein, avec 40 milliards et 3 points d'inflation de moins. Ça va quand même jouer l'année prochaine. Donc, on n'est pas hyper négatif sur l'année prochaine. Et puis, on va parler de ça avec Alicia. Ça se trouve, on a un petit rebond en Asie. Hein, sans doute que 3/4 de la croissance l'année prochaine viendra de l'Asie en général et de la Chine, peut-être, qui va jouer le rôle inverse à cette année, où ça a été le gros frein de l'économie mondiale. À voir. En tout cas, je vous propose de commencer ce débat avec mes deux camarades. Donc, j'ai Alicia Garcia-Hero, notre chef économiste pour l'Asie et grande spécialiste de la Chine. On va discuter après avec Alicia de ça. Et puis, on va commencer avec Jesús Castillo, notre économiste pour la zone euro, un peu de la situation macroéconomique. Alors, Jesús, est-ce qu'il faut s'attendre à une grosse récession, comme beaucoup la craignent? Est-ce que c'est vraiment une grosse crise énergétique qui va peser sur l'Europe l'année prochaine ou pas? Alors, tu as déjà donné quelques indices en disant, voilà, l'inflation va être un petit peu plus modérée l'année prochaine. Donc oui, c'est un ralentissement notable, mais une récession technique. Donc peut-être que là, on est en train de rentrer un petit peu dans le dur. Pourquoi ? Parce qu'on a bien ce choc inflationniste qui vient progressivement grignoter le pouvoir d'achat des ménages et donc qui va se faire ressentir sur la consommation. Pour le moment, on n'a pas eu de choc majeur finalement sur la consommation parce que les ménages ont pu utiliser une partie de l'épargne qu'ils avaient accumulée pendant les périodes de confinement. Le taux d'épargne en Europe est en train de se normaliser, donc maintenant on va voir comment un petit peu cette consommation ralentit, mais comme tu le disais, avec une inflation qui elle-même va commencer à ralentir au cours de l'année prochaine, et cet effet négatif très fort sur le pouvoir d'achat, lui, va se modérer aussi en fin d'année 2023. Alors, tu l'évoquais, en termes d'inflation, c'est quoi notre scénario finalement dans ce contexte-là où on voit des chiffres, encore une fois, qu'on n'a pas vu comme aux États-Unis, hein, depuis 40 ans, on est monté jusqu'à 17. Est-ce que c'est le pic d'inflation? Quand est-ce qu'on voit le pic d'inflation, nous, en Europe? Alors, on est probablement proche de ce pic d'inflation. Quand on regarde l'inflation, il y a une partie de cette inflation. En gros, on dit qu'il y a la moitié de l'inflation qui vient des prix de l'énergie. Et donc, de la hausse des prix du pétrole, de la hausse des prix du gaz. Dans nos prévisions, on s'attend maintenant à ce que les prix de l'énergie, pétrole et gaz se stabilisent. Donc, mécaniquement, la contribution des prix de l'énergie à l'inflation va se réduire et va tendre vers zéro. Après, l'autre question, c'est si une moitié vient de l'énergie, d'où vient l'autre moitié ? Donc, l'autre moitié, c'est vrai que quand on regarde les composantes un peu plus sous-jacentes, les corps de l'inflation, et on voit l'inflation sous-jacente hors énergie et biens d'alimentation qui reste autour de 5%, alors qu'en moyenne, si on regarde avant la période Covid en zone euro, on a une inflation sous-jacente qui est plutôt autour de 1,5, 1,6, donc on a vraiment des tensions à ce niveau-là. Qu'est-ce qui nous permet d'espérer en fait un petit peu de ce côté-là? C'est d'une part le déséquilibre entre l'offre et la demande qui explique cette accélération des prix des biens et des services peut se réduire progressivement à mesure que les problèmes d'approvisionnement qu'on a connus sont en train de se résorber. On en parlera peut-être un petit peu avec la Chine, aussi la Chine qui redémarre. Donc tout ça, ça va aider à mettre de l'huile dans les rouages et à réduire ce déséquilibre. Et puis, du coup,
aussi une demande qui va être un petit peu plus modérée, et donc ça va permettre à cette inflation sous-jacente aussi de temporiser. Et puis dernier point important, c'est comment on voit l'évolution des salaires. Pour le moment, on voit qu'effectivement, il y a des salaires qui augmentent un petit peu plus vite, mais qui sont tout à fait dans un taux de croissance similaire à ce qu'on avait vu au cours des 10 dernières années, quoi. Ça, c'est très net, effectivement. Quand on voit les négociations salariales en France, on est plutôt à 3,7 pour l'instant dans les derniers indicateurs. Et on parle de, nous, on a une modélisation qui est plutôt autour de 4,5 chez Natixis, mais regardez l'Allemagne, typiquement, qui est en plein emploi. On a beaucoup cité IG Metall, les 8,5, mais c'est sur 2 ans. Et donc, en fait, on est sur 4,5 de hausse de salaire. Enfin, c'est une inflation de 10. Il y a une question qui est un petit peu intéressante. J'évoquais la baisse du prix du blé, mais j'aurais pu dire le café, moins 28%. Il y a certainement le prix du riz, qui sont revenus à leur niveau de novembre 2021. Il y a une question sur, oui, mais pourtant, les prix dans les supermarchés augmentent. Effectivement, parce qu'en fait, les intrants sont en train d'être, ce qui se rénégocie en ce moment avec les grands distributeurs, c'est le prix des biens transformés. Et effectivement, il y a une espèce de latence. Ce qui est rassurant pour nous sur 2023, c'est qu'aujourd'hui, oui, il y a probablement de la transmission dans les prix alimentaires qui est déjà qui se voit déjà dans les prix du beurrier, du beurre, de partout. On est bien d'accord avec ça. Simplement, c'est quand les prix des intrants vont baisser, dans les prochaines négociations, effectivement, on aura un peu de baisse là-dedans. Il y a aussi un impact sur le prix de l'énergie qui est peut-être un peu particulier en France, où finalement on a des révisions à la hausse qu'on va entendre sur les prix de l'électricité, typiquement où on passe de 4% à 15% au mois de janvier. On a vu des renégociations. Ça veut dire que peut-être que le pic d'inflation finalement est un peu à rebours de ce qui va se passer en Europe. En France, on peut voir un petit peu plus d'inflation ? Oui, probablement que le pic est peut-être encore un petit peu devant nous. Justement parce qu'on a gelé un certain nombre de prix, donc maintenant on va remettre en marche le système, et donc les prix vont être ajustés, alors peut-être pas à 100% de ce qui devrait être, mais donc il y a des choses qui ont été un petit peu reportées, donc c'est bien parce que ça a permis de lisser finalement l'impact de cette inflation sur les consommateurs, donc du coup ça permet de passer le cap un petit peu plus facilement, et on voit bien que finalement, malgré ça, on aura une inflation en France qui sera de l'ordre de 2 points inférieure quand on se compare aux autres grands pays de la zone euro. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, tout à fait. Il y a pas mal de questions. Alors effectivement, des questions sur le fait que d'habitude, les données historiques montrent que l'inflation met beaucoup de temps à revenir de 5 à 2%. Alors, ma réponse là-dedans, mais mes camarades peuvent rajouter, mais ce qui fait la spécificité de cette choc d'inflation, c'est quand même un choc finalement d'offres. C'est pas de la demande qui est... il n'y a aucun pays en ce moment où il y a une surchauffe de la demande. Il y a un tout petit peu de ça aux États-Unis et encore. Mais globalement, quand on regarde l'Europe, c'est pas du tout un épisode d'hyperinflation lié à la demande. C'est lié à des prix de l'énergie. Les prix de l'énergie, c'est encore entre 60 et même jusqu'au 3/5 pour la France qui explique l'inflation. Donc si vous avez des prix de l'énergie qui sont divisés par 2 voire 3, parce qu'on parle de ça quand même, quand on voit typiquement les prix de l'électricité, on était encore à 400-500 € le mégawattheure cet été, on est plutôt à 200 aujourd'hui. On avait des stocks qui étaient bas, donc il fallait les remplir à tout prix alors que les Russes nous coupaient le gaz, encore une fois, mais on est passé aujourd'hui à des stocks qui sont pleins. Jamais on est largement au-dessus de la moyenne de stock de gaz à ce stade de l'année, malgré le froid qui revient. Donc on a profité des températures, mais aussi d'une diversification. Donc, ce que je veux dire là, c'est qu'on a quand même de bonnes raisons de penser que l'énergie va beaucoup beaucoup baisser l'année prochaine par rapport à leur pic. Et donc ça explique pourquoi, pour répondre à la question, pourquoi on voit une inflation rebaisser massivement. Puis il y a une autre question mais qu'on pourra peut-être poser après dans la deuxième panel sur l'énergie, sur est-ce qu'il ne faut pas repousser la deadline pour les voitures électriques. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, si vous parlez, alors pas forcément certains patrons français d'automobiles, mais globalement, si vous parlez à Volkswagen ou la plupart des constructeurs, eux, ils ont déjà mis en ordre de marche leur plan de production électrique. Donc revenir là-dessus, c'est un petit peu contre-productif parce qu'ils sont déjà un peu organisés, enfin même largement, puisqu'on a des objectifs qu'on pensait ambitieux. On se disait, tiens, il y aura peut-être 30% de voitures électriques qui seront vendues en 2030. C'était un peu nos guidelines. Finalement, on est en train de les battre largement aujourd'hui. Dans les tendances qu'on voit, on va y être très, 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 très rapidement. Donc oui, il y a un vrai problème des coûts
coût de l'électricité, mais on va en parler. La question, c'est combien de temps ça dure, cette transition vers des prix. Et finalement, encore une fois, le renouvelable et le nucléaire. Hein, le nucléaire, on est entre 50 et 100. On va encore une fois en parler juste après. Hein. Mais vous voyez, le parc de Saint-Nazaire, il sort à 49 € le mégawatt. Du photovoltaïque, c'est 10-15 € le mégawatt. C'est beaucoup moins cher que les prix du gaz, du pétrole. Hein, on pourra parler avec Alicia juste après. Mais typiquement, pourquoi l'Inde est en train de se massivement investir sur les énergies renouvelables comme l'hydrogène, c'est que c'est beaucoup moins cher que finalement le gaz et le pétrole. C'est même pas pour sauver la planète, c'est pour des histoires de coûts. Alors peut-être qu'on peut passer justement à la Chine. Gros sujet justement sur ces prix de l'énergie. On est un peu perdu, Alicia, sur la Chine. Alors comme tous les ans, on pose la même question finalement. Où va la Chine ? On avait l'impression que l'année 2022, c'était l'année du Covid et que ça allait se rouvrir. Mais finalement, on a vu que Xi Jinping, on avait un peu des confinements durs un peu partout. Stratégie zéro Covid très pénalisante. Un petit peu des crackdowns, enfin des attaques sur l'éducation, sur la tech, sur le luxe, sur un peu tout. Et puis là, on a l'impression que finalement, l'économie se rappelle au bon souvenir de la Chine. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la Chine ? Merci. Bon, c'est compliqué et tout à fait, on a dû changer les prévisions pour la Chine tout d'un coup dans le week-end parce que la Chine est en train d'ouvrir à une vélocité incroyable. Et la question, vraiment, c'est pourquoi ? Parce que finalement, dire que l'Omicron n'est pas trop contagieux à ce moment-ci est quand même compliqué à justifier parce qu'on les savait avant. Mais je crois que soit les protestes, pas seulement les protestes d'étudiants, il faut aussi parler des protestes vraiment dans les usines. Ça, c'est très important pour la Chine. On a vu Foxconn, c'est 1 million de personnes qui travaillent. Et la Chine, je crois, le régime a compris que la conjonction de protestes d'étudiants et de protestes des travailleurs, c'est quand même quelque chose que la Chine ne peut pas se permettre. Et ils ont réagi rapidement, ce qui dit beaucoup sur la Chine. Des fois, on dit, bon, c'est pas rationnel ce qu'ils font. Bon, maintenant, on a vu que c'est une réponse rationnelle. Et ce qu'on va avoir, c'est une croissance au lieu de ce qu'on avait dans la tête de 4,3, ce qu'on s'attendait une ouverture très lente, disons peut-être réelle au mois de juin. Maintenant, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Et c'est pour cela qu'on a changé les prévisions à 5,5% pour 2023. Quel est le problème ? C'est que, bien sûr, cette ouverture a des problèmes sanitaires qui ne disparaissent pas. Parce que finalement, c'est un taux de vaccination qui est assez faible, des vaccins qui sont peut-être pas aussi efficaces que les vaccins ARN. Est-ce que du coup, cette réouverture un peu, j'ai presque envie de dire contrainte et forcée par les protestations et le fait que l'économie est en train de s'arrêter, on est probablement en équivalent d'une récession en Chine en 2022, est-ce que c'est possible de rouvrir finalement l'économie sans avoir à la refermer d'ici cet été ou d'ici la prochaine vague qu'on attend malheureusement un peu partout ? Alors moi, je dirais que le taux de vaccination, surtout pour les personnes plus âgées, est trop bas. Mais c'est vrai qu'on a des cas en Asie, notamment Hong Kong et même l'île de Taïwan, où on a eu des ouvertures avec des taux de vaccination très bas. Mais c'est vrai que ce sont des ouvertures, disons, avec des reconfinements, pas les reconfinements, les confinements qu'on a eu en Chine. Alors moi, je m'attends à une stratégie targetée, disons comme à Hong Kong, où on a des confinements. On a des fois l'obligation d'éviter que les hôpitaux en Chine soient comblés de gens, mais ce sont des confinements pas trop coûteux pour l'économie, parce qu'ils vont être beaucoup plus ciblés. Et c'est pour ça qu'on reste avec une croissance de 5,5. Quel est le risque ? Le risque, c'est bien sûr des protestes. Au contraire, c'est-à-dire des protestes parce que les gens ont encore peur du Covid. Et ça serait un scénario différent, où la Chine doit réagir d'une façon, disons, plus coûteuse, si je peux dire, aux protestes pour l'ouverture du Covid. C'est ça le scénario, disons, de risque maintenant. Pas l'ouverture telle qu'elle, mais que les gens comprennent qu'il y a un risque réel à cause de l'ouverture rapide que la Chine est en train de faire.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque réputationnel qui est déjà là? C'est-à-dire qu'on voit un certain nombre d'entreprises, évidemment, Foxconn, tu en parlais, mais on voit Apple qui est plus généralement qui transfère une partie de sa production d'iPhone en Inde, au Vietnam, des iPads, des AirPlugs, etc. On a un certain nombre d'exemples de gens, Stellantis, qui se retirent du marché chinois. Est-ce que finalement, c'est pas un peu tard? Est-ce que les gens n'ont pas pris peur de la chaîne de production chinoise? Je caricature parce que c'est évidemment encore au centre des chaînes de valeur mondiales. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est en train de changer pour toi au détriment de la Chine? Sans doute. Moi, je pense que le Covid a ouvert les yeux aux grands groupes manufacturiers en Chine pour comprendre que la diversification est absolument nécessaire. Ça peut être pas seulement le Covid, mais ça pourrait être aussi la crise, bien sûr, la crise qu'on a eue énergétique 2 fois, de septembre 2021. Et cet été, c'était une crise hydrologique près de Sichuan. Et ça pourrait se passer demain encore. C'est-à-dire la Chine, le changement climatique, la Chine est un grand perdeur. On sait ça. Et les usines, les compagnies disons, multinationales comprennent qu'ils doivent trouver, au moins, ils doivent gérer la production, soit en Chine, soit hors de la Chine. Je ne dirais pas sortir de la Chine. Je dirais avoir, bien sûr, une possibilité de changer s'il y a des problèmes en Chine. Il y a une petite question sur et puis j'en ai une juste après pour toi. Est-ce qu'il y a un risque politique majeur en Chine? Est-ce que cette espèce de retournement de veste très très rare et violent et presque inattendu, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un risque politique majeur en Chine en ce moment? Moi, je dirais que le risque, je pense, est contrôlé, mais ce qui change, c'est que pour ceux qui pensaient que Xi Jinping serait resté au-delà de 2025, je pense que maintenant, ça, c'est beaucoup moins probable. On parlait de lui jusqu'en 2032 même. Non, oui, c'est ça. On pensait jusqu'à la fin de sa vie. Ça, je pense qu'avec la façon dans laquelle il a commencé son mandat n'est pas idéal. Alors, je pense qu'il va être obligé à trouver quelqu'un qui soit, disons, une personne qui rentre dans les différentes factions. Et ça va se passer assez tôt. Et on va voir que ça ne reste que 2025 pour Xi Jinping, à mon avis. Mais c'est bien sûr pas clair. Hein. On a encore beaucoup de choses peuvent se passer avant ça. Donc on a révisé donc notre prévision pour l'année prochaine à 5,5 avec cette rouverture, parce que finalement les effets de base sont assez violents vu que c'était vraiment complètement fermé. Il suffit d'avoir un peu plus de conso et d'investissement, ça va vite. Quid de 2024 et après Alors, comme on a vraiment un effet de base énorme en 2023, 5,5, c'est une croissance assez forte pour ce qu'on s'attend de la Chine à moyen terme. Alors, 2024, ça sera moins, parce qu'on n'aura pas l'effet de base. On s'attend 4,5 et on va voir la croissance se réduire jusqu'à 2,5% en 2030. C'est ça, ce qu'on va voir en Chine, parce que la croissance potentielle reste basse structurellement. C'est plutôt 2%. Quoi. La croissance après, dans la prochaine décennie, ce sera un pays, encore une fois, la Chine perd la moitié, perd la moitié de sa population active d'ici 2050. Donc, merci Alicia. On a beaucoup de questions, notamment sur l'énergie. Pourquoi on pense effectivement que le gros de la crise est derrière nous? Encore une fois, nous, on a des spécialistes sur l'énergie qui nous disent quoi? Ils nous disent qu'en fait, finalement, ce n'est pas une normalisation. Hein. On est sur Joël Hancock et on a des raisons d'être un petit peu, de le croire. Hein. Joël est dans les 3 meilleurs prévisionnistes de pétrole et de gaz cette année et l'année dernière. Donc, on a nos spécialistes sur lesquels on s'appuie sur les matières premières et les matières de la transition aussi. Et pourquoi on dit ça? C'est qu'en finalement, on est plutôt sur un niveau de 140 sur le TTF l'année prochaine, pour répondre aux questions. On est très très loin de la normalisation. En 2019, on était à 20 € les prix du gaz européen. Donc, on a un vrai souci c'est pas une normalisation. On dit simplement, c'est qu'on est quand même très très loin des 340. Vous voyez, c'est pour ça que on divise par 2, voire 3 un certain nombre de prix de l'énergie. Pourquoi on
on est assez confiant que finalement, on n'est pas sur une espèce de crise énergétique qui dure, on a vu qu'on avait réussi à se diversifier, on a réussi à remplir nos stocks avant même qu'on ait ce mois d'octobre 4 degrés au-dessus de la normale. On était déjà 2 mois et demi en avant sur les stocks. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à se diversifier. Donc la question, c'est, on s'est diversifié avec le LNG américain, on s'est diversifié avec le Qatar, avec la Norvège, avec l'Algérie. On a augmenté un certain nombre on a changé les turbines, qui fait qu'il y a beaucoup plus de solidarité européenne sur les prix sur le gaz et l'électricité. La France, on est importateur net d'électricité d'Espagne, même d'Angleterre, d'Allemagne. On importe de l'électricité d'Allemagne en ce moment. Donc on voit bien qu'il y a eu une espèce de redimensionnement. Pourquoi on est un tout petit peu optimiste ? Alors d'abord, cette diversification, elle va toujours être là. C'est-à-dire que la question, c'est évidemment, si la Chine rebondit et capte un certain nombre de LNG américains, ça va remettre. Mais on peut aussi imaginer qu'ils vont capter du gaz russe, qu'ils n'ont pas le même embargo que nous. Et donc c'est plutôt un rebalancement des provenances plutôt qu'un changement de destruction nette. On a un petit peu ça. Deuxièmement, on a quand même construit des terminaux LNG. On disait que c'était impossible pour l'Allemagne, qui n'avait pas de terminal LNG, d'en faire avant 3 ans. L'Allemagne ouvre le premier là, ce mois-ci en décembre. Il y en a 7 qui vont arriver d'ici 2023. Donc les stocks sont beaucoup plus pleins cette année qu'ils étaient les précédentes années. On a une diversification des provisions de gaz, mais vous allez voir, on va parler de ça dans le prochain atelier. Et puis on peut aussi, mais ça je parle sous le contrôle de Dominique Jam que j'aperçois qui nous rejoint, on a une énorme crise électrique française qui est peut-être au cœur même de cette crise énergétique en Europe plus que l'Allemagne. On parle beaucoup du charbon allemand, mais on importe de l'électricité nous en France. Donc pourquoi ? Parce qu'on a eu jusqu'à 32 réacteurs en panne. Déjà la situation est moins pire, on est à 20. Donc peut-être qu'on peut écouter EDF et qu'on sera à pourquoi pas 40 terawatts d'électricité, gigawatts pardon, d'ici janvier. On va en discuter justement après avec ces sujets-là. Mais mis bout à bout, diversification des stocks de gaz, finalement on a réussi à se diversifier. On ne dépend plus qu'à hauteur de moins de 10% du gaz russe. On est à 40% du gaz importé en Europe qui venait de Russie. On n'est plus qu'à 10%. On est des pays qui ont accéléré la transition énergétique comme des malades. L'Allemagne, qui ouvre 1 gigawatt de renouvelables en septembre, qui fait quasiment la même chose en octobre. Je le disais, qui va ouvrir 7 terminaux LNG. 54% de son électricité sur les 10 premiers mois de l'année, c'est du renouvelable. Donc oui, ils font du charbon, mais ça bouge en même temps. Nous, on s'est félicité de nos 80 premiers mâts au large de Saint-Nazaire. L'Allemagne, je crois qu'ils en ont pas moins de 9000. Donc voilà, ça bouge comme un peu partout. Plus de 50% de l'électricité en Espagne, pareil, renouvelable. Donc attention, c'est pas Itceti Paribus, c'est pas toute chose inchangée. Le monde de 2023 va continuer à évoluer sans doute dans un sens très très différent. Et peut-être finalement, on a une transition un peu coûteuse en CO2, mais on peut peut-être être optimiste. Mais on va parler de ça juste après. Donc je m'arrête là pour répondre aux questions. Si je conclus sur ce scénario macroéconomique, on est quand même sur un espèce de ralentissement très marqué. Il ne faut pas s'y tromper, on ne veut pas sembler trop optimiste. On est sur une croissance qui s'arrête en 2023. On a ce coup d'arrêt lié à l'inflation sur la conso, sur l'investissement, le commerce mondial qui s'arrête vraiment, à l'exception peut-être justement de cette Chine qui va compenser ça, mais on est quand même sur ce coup d'arrêt qui est devant nous. Cela étant, les banques centrales, on va en parler après l'énergie, vous allez voir qu'ils, pour nous, vont peut-être avoir fait le gros du chemin quand même en 2022 par rapport à 2023, ça c'est la première chose. Et puis 2024, finalement, on reviendrait à un truc plus normalisé d'une croissance, je le disais, un peu de 1,5 en Europe, 1,5, 2 aux États-Unis, Alicia le disait, 4,5 en Chine, donc c'est quand même une espèce de rebond un peu rassurant sur 2024. Donc 2023, pour nous, c'est pour ça qu'on est peut-être un peu moins inquiet sur le scénario macroéconomique que beaucoup dans le consensus. Je vous remercie tous les deux et puis on va passer à l'atelier suivant. Merci beaucoup. Alors, je suis très fier et très heureux de recevoir dans cet atelier Dominique Jam, qui est le directeur général de la CRE, donc le régulateur de l'énergie en France. Donc évidemment, toutes les questions que vous vous posez sur est-ce qu'on va passer l'hiver sans tricoter des pulls, allumer des bougies, on va pouvoir en parler avec Dominique Jam et notre spécialiste de l'énergie, Ivan Pavlovic, à qui je laisse mener ce débat. Bonjour Jean-François, bonjour Dominique. Alors Jean-François, tu as évoqué les stigmates de cette crise économique que nous traversons. Tension persistante sur l'approvisionnement gazier et électrique, flambée des prix de l'énergie, risque de délocalisation de certains sites industriels énergo-intensifs et enfin, et tu l'as évoqué, incertitude persistante sur la trajectoire de décarbonation de l'économie européenne. Donc on est en crise et pour y répondre,
les initiatives politiques se multiplient au niveau de l'Union européenne, au niveau des États membres. Les objectifs sont relativement clairs. Accélérer le développement des sources bas carbone, de manière à accélérer notre décarbonation, et de manière parallèle, réduire notre dépendance aux énergies fossiles, et en particulier au gaz russe. Donc ces objectifs sont clairs. En revanche, les moyens et l'infrastructure, on va dire politique générale, ces éléments ne sont pas totalement fixés aujourd'hui. Quel mix énergétique pour l'Europe? Quel mix électrique pour l'Europe d'ici 2050? Quelle organisation de marché? Alors pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'avoir Dominique ce matin. Merci Dominique d'être avec nous. Ça a été un plaisir de travailler avec toi à la Creux pendant 2 ans. Et donc tu vas pouvoir nous éclairer sur ces différents sujets. Alors première question, Jean-François l'a évoqué, on a encore 20 réacteurs qui sont à l'arrêt en France. Et on a des incertitudes persistantes quant au risque de coupure électrique cette année. Alors, quelles sont tes prévisions sur l'équilibre offre-demande électrique pour cet hiver et pour les mois qui viennent dans ce contexte de raréfaction, voire d'arrêt des livraisons de gaz russe en Europe? D'abord, bonjour, merci de l'invitation, ravi de te retrouver Yvan. Peut-être juste pour préciser, il y aura certains sujets sur lesquels je suis très à l'aise parce que le Collège de la Creuse s'est exprimé, il y a des positions claires et nettes que je peux facilement synthétiser pour l'ensemble des personnes qui sont là. D'autres sur lesquelles les choses allant tellement vite, le Collège ne s'est pas exprimé, donc je m'exprimerai plus à titre personnel pour donner un éclairage, une vision d'experts du secteur. Donc sur la crise, et je suis très content de ce qui a été dit, je vais entendre un petit peu ce qu'a dit notamment Jean-François, c'était parfaitement précis et pertinent. Donc on est vraiment sur une crise d'approvisionnement, c'est important de le redire, parce qu'on entend beaucoup dire que c'est une crise de spéculation, de prix. Il y a peut-être un petit souci de micro, si ça ne vous ennuie pas de prendre le micro en plus. Voilà. Comme ça. Donc c'est une crise d'approvisionnement et pas une crise de spéculation, une crise financière. Donc on connaît tous l'histoire du gaz. Alors par rapport à ce qui a été dit, malheureusement, la crise d'aprogaz, elle ne va pas disparaître, semble-t-il, dans les prochains mois. On sait tous que pour lancer de la production de façon significative de gaz dans le monde, ça va nous prendre au moins 3 à 5 ans. Les prochaines sources de gaz qui arrivent, c'est plutôt importante, c'est plutôt fin 2024. Et puis ce sont celles qui avaient déjà été anticipées par les marchés, qui existaient déjà. Voilà, donc ce n'est pas immédiat. Jean-François, vous l'avez dit, 140 € l'an prochain TTF, ça reste quand même très élevé. Même si ça a baissé, ça s'est un peu stabilisé, 130 en France à peu près, 128, on a un petit décalage favorable pour la France sur le gaz. Donc contrairement à ce qu'on pensait quand la crise est arrivée, où on voyait tout ça à court terme, si on se souvient, quand les stockages de gaz en Europe ont commencé à ne pas être remplis par Gazprom, qui détient à peu près le tiers des stockages allemands et des stockages importants ailleurs, tout le monde pensait à l'époque c'est la crise Nord Stream 2, c'est parce que c'est pour faire pression sur le régulateur allemand pour mettre en service Nord Stream 2. En fait, et donc, tout le monde pensait que l'hiver serait difficile et qu'ensuite, ça allait retourner à la normale. Donc, on s'est tous positionnés sur une crise qui durait quelques mois. Voilà. Et puis, au fil du temps, la montée des tensions, l'invasion de l'Ukraine, on a bien pris conscience que, malheureusement, la difficulté est plus structurelle. On va devoir se passer de la grande majorité, voire peut-être, on ne sait pas, la totalité du gaz russe, pendant, semble-t-il, quelques années. Donc ça, c'est important de noter ça sur le gaz. Et sur l'électricité, ça a été dit, une crise là pour le coup franco-française qui arrive au plus mauvais moment. C'est la première fois depuis que le parc est là, depuis 35-40 ans, qu'on arrive à ce niveau-là. Donc les signaux sont quand même un peu encourageants. On a 37 ce matin gigawatts disponibles, on était encore à 30 il y a quelques semaines. Donc ça revient. Le scénario central de RTE pour début janvier, c'est 40. Mais il y a un scénario haut qui est à 45 et un bas qui est, alors je ne sais pas où il est, mais non, on est déjà à 37, donc j'espère qu'on ne va pas redescendre. On croit aux 40, quoi. On croit quand même de plus en plus aux 40 quand on voit qu'on a repris 7 gigawatts en quelques semaines. Donc les centrales reviennent, ce qui est quand même bon signe. Après, c'est vraiment un facteur, c'est comme le gaz russe, c'est un facteur extérieur. C'est lié aux contraintes industrielles d'une part et surtout aux contraintes de sûreté nucléaire d'autre part, sur lesquels, bien sûr, en France, et la France est un État de droit, il n'y a aucune prise, ni du gouvernement, ni du régulateur. C'est l'opérateur EDF, en lien, bien sûr, avec l'autorité de sûreté nucléaire, qui gère ce sujet. Donc, c'est vraiment un facteur exogène de savoir combien de nucléaire sera là en janvier, en février. Alors, tu as rappelé cette contrainte qui est qu'on va devoir se passer du gaz russe pendant a priori plusieurs années. Alors, c'est l'objet du plan REPowerEU qu'a annoncé la Commission européenne en mai dernier, qui vise justement à accélérer le développement des sources bas carbone, alors solaire, éolien, hydrogène,
de manière à la fois à accélérer notre décarbonation et aussi à construire notre indépendance énergétique en tant que continent. Quel regard portes-tu sur ce plan REPowerEU du point de vue du secteur électrique et du point de vue, au fond, de ce triple enjeu pour le secteur qui est à la fois de décarboner les actifs existants, qui est d'alimenter les nouveaux usages. Jean-François, tu évoquais le véhicule électrique, mais ça fait partie de ces nouveaux usages qui ont vocation à soutenir la transition énergétique. Et puis le dernier élément, c'est de soutenir aussi le déploiement de capacités d'électrolyse avec des objectifs extrêmement ambitieux en Europe, avec 65 gigawatts prévus d'ici 2030. On peut que regarder ce plan, et c'est comme ça qu'on le regarde très positivement. C'est une réaction à la crise qui va vraiment dans le bon sens, qui de toute façon amplifie un mouvement déjà existant. Donc bien sûr, il faut accélérer les renouvelables. Bien sûr, il faut harmoniser en Europe, et je ne sais pas quand les textes nécessaires seront pris, le permitting, et peut-être inciter, voire plus qu'inciter, forcer les États un peu récalcitrants, dont le nôtre, il faut bien être conscient, à accélérer le permitting, parce qu'un des sujets dont on ne souffre pas d'un manque de projets en France. On a un territoire important, avec beaucoup d'opportunités. C'est une réalité ? Oui, c'est l'ordre de grandeur des projets qui attendent dans la file d'attente et qui sont déjà avancés en fait, d'un point de vue industriel, d'un point de vue prix, d'un point de vue économique. Le permitting, juste peut-être pour préciser, c'est d'autoriser les projets en attente. Voilà, et donc les projets sortent, mais c'est long. C'est très très long. L'éolien terrestre, c'est 7-8 ans. On est sur le, semble-t-il, pas loin du double de ce qui se fait en Allemagne ou dans d'autres pays. L'éolien maritime, on a vu Saint-Nazaire, c'est très bien, mais c'est 10 ans après l'attribution. Et alors les suivants vont arriver, là, 2022, 23, 24, on va avoir les 6 premiers, mais tout ça est très très long. Dunkerque, attribué en 2019, 2028, 2030. Voilà, 2028 au mieux, mais là aussi, ça dépend aussi des contentieux. Donc on est très long là-dessus. L'Allemagne a sorti une centrale photovoltaïque en 1 an. J'ai vu 650 mégawatts. Ça fait rêver un peu. Bon, alors après, il y a des mesures qui ont été prises. Hein, c'est-à-dire que là, avec la crise, là, et donc il y a des mesures d'accélération. Donc il y a un certain nombre de projets qui étaient sur le fil pour se mettre en service et qui en plus souffraient de la hausse des coûts, sur lesquels on leur a dit, vous pouvez, le gouvernement leur a dit, la CRE a dit favorable, a poussé pour ça, vous pouvez vendre à prix de marché pendant 18 mois si vous arrivez en service rapidement. Donc ça, c'était 6 gigawatts, donc on espère en avoir, il y a toujours un taux de perte, hein, mais potentiellement on espère en avoir 3 ou 4 très vite dans les prochains mois. Donc ça, c'est parfait. Électrification des usages, donc c'est du long terme, on sait qu'on va électrifier la société. C'est nécessaire pour le zéro carbone. Donc, tu l'as dit, Yvan. Donc voilà. Et encore faut-il avoir de l'électricité. C'est bien tout le problème qu'on a. Et donc, il faut absolument développer du décarboné, donc du renouvelable. Voilà. Pareil pour l'hydrogène. L'hydrogène, je ne sais pas si on doit y passer un tout petit peu de temps, mais c'est absolument impératif, particulièrement dans les pays qui ont fait le choix de se passer de nucléaire. Ils vont avoir des proportions de renouvelables très importantes. Donc il va y avoir des heures et des heures et des heures, mais des milliers d'heures dans l'année, probablement avec des prix nuls, voire négatifs, en tout cas très très faibles. Au contraire, des moments où ça sera très court. Donc il y a besoin d'hydrogène pour stocker tout ça, utiliser comme vecteur d'énergie cette électricité très peu chère qui va arriver sur les réseaux quand on arrivera à 50, on y est déjà, mais 60, 70, voire 80% en Allemagne de renouvelables. Alors tu évoquais l'enjeu du permitting, Dominique. Il y a un autre enjeu auquel est aujourd'hui confronté le secteur des énergies renouvelables, c'est l'élévation des coûts de financement. On a 300 points de base d'élévation des coûts de financement pour des projets standards dans l'éolien, dans le solaire, et qui est dû essentiellement à la remontée des taux d'intérêt. Alors comment les cadres publics s'adaptent-ils à ce nouveau contexte pour soutenir justement ces projets ? Alors c'est fait. Ça réagit relativement vite là, côté pouvoir public. Donc d'abord, ça existait déjà pour l'éolien offshore, où entre l'attribution et la mise en service, de toute façon, il y a quelques années, et donc c'était déjà prévu parce que donc il y a bien simplement une indexation du tarif de départ initial, parce que le tarif ensuite sur 20 ans, il est indexé lui-même, il a sa propre indexation. Mais le tarif de départ est indexé sur des facteurs de coûts qui peuvent être les matériaux et les coûts de financement. Ce n'était pas le cas sur, on va dire, le tout venant, sans être du tout méprisant, mais les projets un peu plus industriels, rapides, PV et éolien, c'est le cas. Donc les textes ont été pris, donc on a bien une indexation sur les coûts et notamment les taux entre le moment où ils ont gagné l'appel d'offres public et le moment où ils sont mis en service. Donc toute la difficulté, le petit débat qu'on a eu avec les pouvoirs publics là-dessus, c'est de conserver dans ce système d'indexation une incitation à aller vite.
Il ne faudrait pas que les gens soient incités à dire je vais attendre un peu parce que j'aurai un tarif plus élevé parce que tel facteur ou tel taux sur lequel c'est indexé va augmenter. Donc on a réglé ça et donc c'est fait. Alors, une petite question de Nathalie pour vous, Dominique. Qu'en est-il de la restitution anticipée de l'excédent de RTE versé au CRCP aux utilisateurs du réseau? Alors ça, c'est un point, un point question que je vous laisse volontiers. Oui, non, mais c'est un point annexe, mais qui est important parce que c'est quand même l'ordre de 2 milliards d'euros. Donc, dans la flambée générale des prix de gros de l'électricité, évidemment, quand tout se dilate, les écarts entre les pays se dilatent. Et donc, alors que quand le prix est à 50 et 60, 50 qui varie, vous avez 10 euros d'écart aux frontières. Quand il est à 300, il y a vite 30, voire 100 euros d'écart. Il faut savoir que ces écarts-là sont captés par les transporteurs, les GRT, gestionnaires de réseau de transport. Donc c'est RTE en France, mais c'est Red Eléctrica en Espagne, Terna en Italie, qui se partagent 50-50 l'écart de prix entre les différents marchés. Et donc, alors que la trajectoire tarifaire côté RTE, c'était un revenu de 400 millions par an environ, on va être plutôt autour de, on ne va pas savoir, mais autour de 2,5 milliards. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais la prévision de septembre, c'était ça. Et donc, soit ça rentre dans l'équation générale du tarif de RTE, mais qui est très longue, soit, et c'est le choix qui a été fait par les régulateurs, on les reverse tout de suite. Dès que l'année 2022 est bouclée, RTE va faire tout le chiffrage et va reverser la somme correspondante à ses clients au premier trimestre 2023. C'est pareil, ça ne perturbera pas aussi les comptes de RTE, sinon ça fait des perturbations comptables sans intérêt pour le système. Et ce n'est pas du long terme, c'est vraiment lié à la crise. Donc 2 milliards, environ 15% pour les clients industriels de RTE, et le reste pour les distributeurs, dont Enedis et les opérateurs de distribution. Donc ça va aussi aller au consommateur final, on va dire, qui n'est pas industriel, mais ça sera un peu plus long. Donc ça va être fait. Alors tu évoquais justement cette flambée des prix, Dominique. Alors il y a une question sous-jacente depuis plusieurs mois, c'est celle de l'organisation de notre marché électrique. Et ce principe du merit order qui fixe en fait le prix d'équilibre sur les marchés de gros en fonction du coût marginal de la dernière unité appelée pour satisfaire la demande. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce merit order est en question. Que penses-tu d'une éventuelle refonte de ce mécanisme? Quelles sont selon toi les pistes alternatives en partant du principe que toute réforme du système, que ce soit en France et à l'échelle européenne, doit concourir à la satisfaction d'un triple objectif qui est à la fois d'assurer la sécurité d'approvisionnement, d'assurer la décarbonation de notre système électrique et enfin d'assurer, autant que faire se peut, une stabilité des prix pour les consommateurs finaux. Alors c'est vrai qu'il y a un objectif aussi basique, mais c'est pas vous que je le dirais, de la formation des prix sur un marché, c'est d'assurer l'équilibre offre-demande. Alors c'est ce que tu mets, Yvan, dans la notion sécurité d'approvisionnement, mais simplement, il faut qu'à un moment donné, le prix permette que l'offre soit égale à la demande, particulièrement en électricité, où cet équilibre doit être fait à la seconde. Oui, sinon là on a vraiment des coupures. Sinon on a des coupures. Donc évidemment c'est la question délicate. Le merit order, il ne faut surtout pas y toucher. Et de toute façon, il ne faut pas y toucher. C'est vraiment le fondement du principe. On fait tourner d'abord les centrales qui coûtent le moins cher. Et c'est comme ça que la France du monopole électrique, à l'époque d'EDF, fonctionnait déjà. Rappelons d'ailleurs que c'est un mécanisme qui a été initié par la France. On accuse souvent l'Europe de ce mécanisme-là, mais ça vient des Français. Exactement, mais c'est aussi un principe d'économie de base. Et donc ça s'est généralisé pour une bonne raison, c'est que c'est simplement l'économie de base, on va dire le cours 101, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et simplement, ce qu'a apporté le marché à l'échelle européenne, c'est généralisé à l'échelle européenne, c'est complètement optimisé en fonction du parc de chacun des pays et des interconnexions disponibles entre les pays. Donc c'est ça qu'apporte le marché. Donc ça, il ne faut pas revenir dessus. Ce qui est critiqué, c'est plutôt la tarification pièce claire, qu'on appelle, c'est-à-dire au prix marginal. Donc on peut imaginer une tarification différente avec quand même un merit order. Bon. Donc je voudrais juste rappeler l'efficacité de ces marchés. Il ne faut pas oublier qu'ils servent, d'abord, il y a des marchés à terme, de l'électricité et du gaz, et des marchés spot, qui donnent le DED, voire à l'heure. Donc les marchés à terme, c'est eux qui posent problème, puisque bien évidemment, c'est eux qui se mettent, le marché à terme, le produit, le prix de l'électricité ou le prix du gaz pour 2023, c'est celui qui se retrouve sur la facture des clients industriels, voire des clients particuliers, même s'ils sont au TRV. Donc ce marché à terme, c'est celui qui pose problème. Mais gardons en tête aussi qu'il donne des signaux qui sont utiles. C'est bien ce prix de gros du gaz très élevé en Europe qui a permis la diversification. Et cette diversification, elle ne s'est pas faite à coup nul pour le reste du monde. Elle s'est faite en aspirant tout le GNL disponible
qui allaient souvent en Asie. Alors il se trouve que la Chine, pour l'instant, n'est pas demandeuse. Un sujet d'inquiétude, c'est lorsque la Chine se réveille, d'un point de vue économique, est-ce qu'ils vont vraiment être en concurrence avec l'Europe sur le GNL? Mais il faut savoir que des pays comme le Pakistan ou autres, qui ont pas pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup de GNL, alors qu'ils pouvaient compter sur le GNL. Donc ces prix de gros, ils ont servi à ça. Ils ont servi aussi à faire baisser la demande. Je lisais récemment que l'industrie allemande a baissé sa consommation de gaz de 20%, quasiment sans diminution de la production à ce stade. Donc il y a aussi, parce que switch, parce que effort d'économie. Voilà. En France, et le mois de décembre là, et janvier et février, RTE a indiqué que la baisse de la demande industrielle se chiffrait à 3-4 gigawatts. Et il a pris en compte ces 3-4 gigawatts dans sa dernière prévision de l'hiver, pour dire que malgré un certain retard sur certains réacteurs d'EDF, il comptait sur 3-4 gigawatts et que du coup, la prévision n'était pas aggravée en termes de nombre de jours où il pourrait y avoir une défaillance. Donc les entreprises jouent le jeu, quoi. Voilà, elles jouent le jeu. Alors si c'est de la destruction de production industrielle qui peut être durable, de la délocalisation, ça évidemment c'est ce qu'on veut tous éviter. Si c'est de l'économie d'énergie, l'optimisation de process, ça c'est quelque part, c'est une réponse au signal de prix qui est utile. Donc ces prix de marché sont utiles. À court terme, bien sûr, c'est la même chose. Le marché spot permet d'optimiser les interconnexions. Bon, je ne vais pas tout vous faire. Mais il permet aussi la flexibilité. La flexibilité, c'est le fait qu'il faut décaler les heures de consommation, décaler la production, mettre en service éventuellement cet hiver des diesels. Et ça, les diesels en question, ou les générateurs qui sont un peu éparpillés. Alors Dominique, on n'a plus de diesel russe, alors comment on va faire? Oh bon, voilà, pour le coup, on peut en trouver ailleurs, mais ce n'est pas beaucoup de consommation, c'est quelques heures. Bien sûr, ça émet du CO2, mais ça ne va pas faire sur le bilan global, ça ne va pas être énorme. Mais vous allez avoir des heures où le prix va être à 200, 300, encore très coûteux, d'autres où il va être à 3000, parce que là, ça ne passe pas. Et donc là, à 3000, vous allez alors les effacements. Tout ça, ça va se mettre en place. Donc, et il faut avoir aussi en tête que non seulement c'est utile là pour l'hiver qui vient, mais c'est utile dans le monde de demain, parce que le monde de demain, c'est beaucoup de renouvelables, fatal. Par moment, il y en a trop, il y en aura trop. Donc ce que je disais, on aura un coût d'électricité très bas. Par moment, il n'y en aura pas assez. Et on aura des fluctuations qui vont s'amplifier. Donc, quel que soit le futur modèle, il faut qu'il réponde à ces signaux-là. C'est le fonctionnement intrinsèque du marché, c'est celui-là. Des heures avec trop d'électricité, des heures avec pas assez d'électricité. Alors, tu évoquais la complexité de ce paysage énergétique. Il y a une composante essentielle qui est celle du nucléaire. Alors, peut-être première question, quelle place vois-tu pour le nucléaire en France et en Europe dans le contexte de la transition énergétique ? Là, on est sur des sujets qui sont sur lesquels, en tant que régulateur, on peut conseiller le gouvernement, mais c'est vraiment des affaires gouvernement, négociation entre la France en l'occurrence et l'Europe. On ne peut que constater qu'il y a un courant fort en Europe antinucléaire qui demeure puissant. Même au cœur de la crise, le Parlement a voté de justesse l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie, qui est un point très important pour le financement, pour le futur des projets. Donc ça fait partie du paysage, c'est comme ça. Donc en France, on a fait le choix de continuer sur le nucléaire, de prolonger autant que possible, en fonction des contraintes de sûreté, le nucléaire existant, de développer, alors c'était 6, c'est maintenant 14 réacteurs nouveaux. Donc voilà, le contexte européen, il est complexe. Ensuite, sur la compatibilité avec le cadre de fonctionnement du marché européen, d'abord, il est en train d'être refondu. Donc on va voir, je pense qu'un des objectifs des autorités françaises, c'est que le nouveau market design européen soit compatible avec le développement du nouveau nucléaire et avec un fonctionnement régulé d'une certaine façon du parc nucléaire existant. Je pense que c'est un objectif des autorités françaises. Peut-être un objectif de second rang, ça serait un système qui ne serait pas compatible comme aujourd'hui, mais avec une tolérance comme l'Arenh finalement. Parce que l'Arenh, n'oubliez pas, 2011 jusqu'à la fin 2025, l'Arenh est un système qui est quelque part une exception au fonctionnement normal du marché européen actuel. Donc voilà, ensuite, je crois que le nouveau nucléaire, alors c'est plutôt à vous, financiers, de me le dire, mais je crois que le consensus est qu'il aura du mal à se développer dans un cadre pur de marché. D'une façon ou d'une autre, il faudra
un soutien public, une garantie publique, quelle que soit la forme qu'il prend. On voit bien au Royaume-Uni, hein, qui est même dès, je ne sais pas si c'est 2015 ou 2017, Hinkley Point, un contrat pour différence avec l'État. On voit les nouveaux projets Sizewell, ça sera sur un modèle base d'actifs régulés. Donc trop tôt pour dire quel sera le régime, mais je pense qu'un point vraiment très important de toutes les discussions qu'il y a en cours, c'est d'inclure le nucléaire dans ces discussions, donc de permettre deux choses finalement. Un, de développer du nouveau nucléaire, et deux, une poursuite d'une façon ou d'une autre, quel que soit le régime, ça ne sera pas le même parce qu'il est très décrié, mais un résultat équivalent où les consommateurs français peuvent bénéficier d'une façon ou d'une autre des coûts de production, on va dire, stables et modérés du parc nucléaire existant qui a encore de belles années devant lui. Alors peut-être une dernière question en conclusion. Tu as évoqué au fond les grands piliers de la transition énergétique. En tant que régulateur, quel élément du point de vue de la politique publique te semble absolument indispensable au fond pour aligner les planètes et faire en sorte que le développement des actifs qui sont nécessaires à la transition se fasse dans les meilleures conditions et dans la satisfaction de tous ces objectifs énergétiques qu'on a évoqués? C'est-à-dire que de mon sentiment, j'ai l'impression qu'il faudrait déjà essayer peut-être de clarifier la question qu'on se pose, l'objectif qu'on cherche en voulant réformer le marché. Et donc j'ai dit précédemment à quel point le fonctionnement du marché actuel, finalement, il fonctionne, il fait ce pourquoi il a été conçu. Il donne des signaux de prix. Alors les signaux de prix dans la crise actuelle sont insupportables pour la société, hein, pour les consommateurs, mais enfin, j'ai eu la chance d'assister. On voit l'inflation, enfin, on voit les conséquences macroéconomiques très importantes de ces prix-là. Donc des choses doivent être amendées, mais néanmoins ces signaux, ils existent et ils reflètent une réalité économique de ce que coûte à la société le fait de consommer plus ou moins d'électricité ou consommer plus ou moins de gaz. Et donc voilà, donc il faut... Moi, la question, je la formulerai comme ça, l'objectif, je le formulerai comme ça, c'est permettre aux consommateurs, quels qu'ils soient, industriels, particuliers, d'avoir des coûts, des prix, de payer des prix quelque part qui reflètent le coût moyen à long terme de production du mix signal prix, de chaque pays. Oui, mais alors un signal prix différent, c'est-à-dire que, voilà, un signal prix qui permette quand même de pas effectivement payer aujourd'hui l'électricité à 400 €, ce qui peut paraître beaucoup, même s'il y a de l'Arenh. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a quand même de l'Arenh pour les industriels qui est souvent à 60-70% de la part du coût. Hein. Donc voilà, transcrire ça d'une façon ou d'une autre, on voit bien que c'est quand même l'objectif recherché au niveau européen. N'oubliez pas que la plupart des autres pays en Europe n'ont pas l'Arenh. Ils n'ont pas cette corde de rappel. Mais tout en préservant ces signaux économiques-là, qui sont très importants pour notamment peser sur la demande quand il y a besoin, comme je l'ai expliqué. Et donc voilà, c'est la question, je la poserai comme ça. C'est pas simplement, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Si on jette complètement le marché et les signaux, on se prépare aussi des difficultés, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse, en administrant complètement le système, maîtriser la demande comme on peut le faire avec un signal prix. Je pense pas que, et je pense pas que d'ailleurs que ce serait quelque chose qui serait acceptable au niveau européen par nos partenaires européens. Est-ce qu'il y avait une question pour vous? Faut-il sortir de l'Arenh, justement, nationaliser EDF, sortir de l'Arenh? Question. Alors, nationaliser EDF, c'est déjà fait, ou c'est en train d'être fait. Sortir de l'Arenh, oui, parce que de toute façon, il s'arrête fin 2025. Mais je rappelle que l'Arenh a pour objectif, et c'est comme ça qu'il est conçu, et c'est comme ça qu'il fonctionne depuis 2011, de faire passer aux consommateurs français le coût modéré du nucléaire à 42 €. Donc les consommateurs particuliers, comme ils consomment beaucoup en hiver, ils en ont en gros dans leur mix quelque chose comme 50% dans le tarif réglementé de vente ou dans les offres de marché. Les consommateurs industriels un peu plus parce qu'en moyenne ils sont plus plats et donc ils ont plus de parts de nucléaire dans leur approvisionnement. Ça sert à ça, ça fonctionne comme ça, c'est une mission de la CRE de le vérifier, je peux vous garantir que c'est le cas. Et finalement, le système qui remplacera, il devra faire la même chose. Alors qu'il s'appelle Arenh, qu'il soit différent, qu'on respecte, qu'on change quelques éléments, notamment le fait qu'aujourd'hui l'Arenh il est asymétrique pour EDF, on comprend très bien, c'est-à-dire qu'il a 42, le prix n'a pas bougé depuis 10 ans. Ça, c'est pas génial. On voit bien que s'il est 42, c'est en 2012. En 2022, ça devrait être plus pour EDF. D'autre part, il est asymétrique. Donc quand les prix de marché sont tombés à 32-35, les fournisseurs, et c'est normal, sont allés acheter à 32,35 sur le marché, donc EDF s'est retrouvé à vendre son nucléaire à 32,35. Donc il faudrait un système symétrique. Donc il faut changer. Mais fondamentalement,
Ce que va faire le nouveau market design, en tout cas ce que cherchent les autorités françaises, c'est de faire ce que fait déjà l'ARENH, c'est-à-dire assurer que les consommateurs ont accès à quelque chose qui ressemble au coût de production du nucléaire, sûrement en hausse par rapport à 42, mais qui reste raisonnable. J'avais une petite question pour vous. La France a fait le choix, un peu ce défi industriel de parier sur le nucléaire à l'avenir de nouveau. On parle de 6 et de 14 réacteurs, vous l'avez cité, donc avec des échéances sans doute à 15 ans, etc. Mais est-ce que, même si on fait ce choix-là, on voit bien que, ce que disait RTE, que de toute façon on a besoin énormément de renouvelables et on a des objectifs de renouvelables, on en parle beaucoup en ce moment, on a fait 19% de notre électricité renouvelable en 2019, donc on est à la peine par rapport à un objectif de 23%. Ma question est la suivante, est-ce que d'être à 45% d'ici 2030, c'est-à-dire dans 7 ans, ça vous semble crédible ? Honnêtement, je suis perdu dans les objectifs. Alors, si on a 19, passe à 45 en 2030, ça va être... Beaucoup, non, c'est ma question. Bon, on a quand même 2,5 gigawatts d'éolien offshore, là. Les 5 premiers qui arrivent là d'ici 2024, donc peut-être 25 les derniers. Donc ça, ceux-là, ils sont certains. Et ils produisent à peu près 50% du temps. Donc ils sont en production, ça fait beaucoup. Je ne sais pas vous dire si 45 est raisonnable. En tout cas, il faut vraiment accélérer. Voilà. J'espère que le Parlement français, dans toutes ses composantes, va en prendre conscience, ou en a déjà parfaitement conscience, et que la loi sera très ambitieuse, parce que c'est vraiment c'est essentiel. RTE, dans ses scénarios 2050, identifie des schémas sans nucléaire. Il y a 3 schémas sans nucléaire, 3 schémas avec nucléaire. Donc tous les schémas, tout est à peu près faisable. C'est une question d'efficacité et de coût. Il ne faut pas oublier que dans les schémas où il y a vraiment beaucoup de renouvelables intermittents, ce n'est pas seulement le 50-60 euros du photovoltaïque ou d'éolien, c'est toute la flexibilité qui va avec, tout le système hydrogène potentiellement, les batteries, de manière générale, tout ce qui va avec. Et peut-être même les centrales de gaz de pointe. Alors, avec du gaz vert, mais le gaz vert, il coûte très cher aujourd'hui. Donc, ce que conclut RTE et qui ne choque pas du tout les experts, c'est que les scénarios 100% renouvelables sont quand même globalement, même s'ils sont faisables, plus coûteux que les scénarios avec du nucléaire en socle et beaucoup de renouvelables quand même. Merci Dominique, c'était vraiment passionnant. J'espère que vous avez apprécié autant que nous ces échanges. Merci infiniment d'être venu nous voir. On est vraiment très reconnaissant de ces échanges. Merci Ivan. Et puis je vous propose de conclure ici. Merci beaucoup. Plaisir. Merci Dominique. Et on passe au marché. Eh bien voilà, on va passer sans transition sur effectivement dans ce contexte, on l'a vu, d'une macroéconomie qui est très impactée par cette crise énergétique, une inflation qui pèse un petit peu partout. Et puis voilà, avec Dominique Gamme, on a vu tous les défis qui sont devant nous. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est que c'est déjà un défi industriel passionnant, c'est quelque chose qui est en cours, il y a quand même beaucoup de choses qui semblent possibles, mais on sent bien que ça ne va pas se faire dans les 6 prochains mois et dans les 12 prochains mois qui nous occupent dans cet Outlook 2023. Donc là, j'accueille avec moi trois membres de la recherche pour parler marché, plus précisément avec Cyril Rognac, qui est notre chef de la recherche marché, de parler un petit peu des taux des banques centrales. On a Florent Pochon, notre analyste sur tout ce qui est cross-asset, pour pouvoir parler un petit peu allocation d'actifs dans un contexte, on voit bien, très incertain. Et puis on a demandé à Sami Lakhdari de venir nous parler un peu des banques, parce qu'on a vraiment le sentiment que finalement, dans tout cet environnement, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est la fin des taux négatifs. Pour toujours, personne maintenant, on n'ose plus dire toujours quand on fait des prévisions économiques ou financières, mais on sent bien que les banques centrales ne sont pas très très pressées d'y retourner sans doute. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les banques? Alors je propose qu'on soit un peu finalement dans le top-down et qu'on commence peut-être par le général pour aller au plus particulier. Donc général Cyril, qu'est-ce qu'on dit sur justement le scénario de la Fed, de la BCE? Qu'est-ce qu'on raconte sur les taux d'intérêt dans ce contexte de fort ralentissement et en même temps de banques centrales qui n'ont pas d'autre choix que de lutter contre l'inflation, mais peut-être pas si loin que ça du pivot? Alors, déjà, je vais commencer par une bonne nouvelle, c'est qu'on approche de la fin et qu'il s'agisse de la BCE ou de la Fed avec des anticipations qui, pour nous, sont assez en ligne avec celles de marché, déjà concernant la réserve fédérale américaine. Nous anticipons 50 points de base en décembre. Je pense que pas de très grande surprise là-dessus, et 50 points de base additionnels en février. Concernant et un terminal rate, surtout, voilà, un taux terminal à 5%
pour la Réserve fédérale, donc assez en ligne en soi avec les anticipations du marché. Là où on se différencie d'une certaine façon dans le cadre de notre scénario, Jean-François, c'est plutôt sur la BCE, sur lequel justement nous avons plutôt une anticipation en fait, de remontée du dépôt à 2,5%, donc via 50 points de base voilà, en décembre et 2 fois 25 points de base en février et en mars prochain. Alors, est-ce que c'est pas je fais l'avocat du diable, mais 2,5% alors qu'on a une inflation qui est encore, voilà, ça semble baisser, hein, on était à 17, puis 10,6 dans le même mois, puis là maintenant on est à 10. Peut-être qu'on va avoir on le disait avec nos prix de l'énergie qu'on prévoit assez nettement à la baisse par rapport à 2022, encore une fois. Ça veut sans doute dire que l'inflation va baisser, mais est-ce que 2,5 face à une inflation qui sera sans doute, et Dirk le disait tout à l'heure, on voit quand même encore une inflation fin 2023 à 3%. Est-ce que 2,5 c'est pas un peu bas ? Alors, excellente question. Effectivement, 2,5, au regard justement de ces anticipations de marché, ça peut paraître un tout petit peu bas, mais voilà, il faut aussi rappeler que en parallèle justement de ces resserrements additionnels, on va avoir en fait la disparition des TLTRO, voilà, une réduction additionnelle de 1,8 trillion en fait de liquidités, donc un resserrement. On a eu 300 milliards en novembre, en décembre, on anticipe combien ? On est à 500 milliards d'euros, donc on aura la réponse dans quelques jours, mais je pense que dans l'idée, c'est véritablement en fait cette disparition des TLTRO qui importe et l'impact bilanciel que ça va avoir, bien entendu, du côté de la BCE, auquel il faut rajouter aussi l'effet du quantitative tightening qui devrait commencer courant T1, peut-être un peu plus tard si justement les remboursements de TLTRO sont assez significatifs. Donc partant en fait du constat que les conditions financières sont d'ores et déjà restrictives en zone euro, avoir 100 BP en fait de resserrement sur le taux de dépôt, plus disparition de TLTRO, plus quantitative tightening, on parle ici en fait quand même d'un choc assez majeur en termes de resserrement des conditions financières. On a chez Natixis un indicateur des conditions financières qui effectivement va dans cette direction-là, qui dit on est déjà en territoire restrictif avec des taux qui sont évidemment nominaux très bas par rapport à des taux réels donc assez confortables, mais finalement on est quand même dans cet indicateur financier restrictif. Pourquoi ? Parce qu'on ne regarde pas seulement que les taux nominaux, on regarde les spreads de crédit, on voit bien que le marché s'est un peu fermé pour les émissions, que ce soit de dettes les plus risquées ou d'actions, hein. Et puis quand on regarde par exemple les resserrements des conditions de crédit des banques auprès des entreprises, hein, quand on regarde la dernière enquête qui est sortie cette semaine de la Banque Centrale Européenne, on est vraiment assez dans cette jauge-là d'un resserrement des conditions financières. Donc ce n'est pas seulement les taux d'intérêt. Et ce que tu dis, Cyril, c'est effectivement on est plutôt à rajouter au taux le QT, les TLTRO, la liquidité excédentaire va être resserrée très rapidement. Dans ce contexte-là, c'est quoi les grandes idées, les calls, un peu de stratégie dans ce contexte de marché où on joue l'inflation et tout en n'étant pas si loin du pivot que ça en Europe, voilà. Alors, on va jouer l'inflation, on va aussi jouer en fait les baisses de taux. Je pense que l'année prochaine et les anticipations de marché sont d'ores et déjà extrêmement fortes, notamment aux États-Unis. Plus de 150 points de base en fait d'anticipation de baisse des taux d'ores et déjà à l'heure où on se parle en fait. Côté américain, pour la BCE, on commence aussi à avoir en fait des anticipations de baisse des taux qui sont cette fois relativement faibles, hein, plutôt de l'ordre de 40 points de base en 2024. Donc en termes d'orientation, c'est déjà en fait selon nous une poursuite de la baisse des taux aux États-Unis. Taux long 10 ans avec un objectif en fait de 3% pour le US Treasury 10 ans, donc d'ici fin 2023. Situation différente par contre en Europe où c'est plutôt en fait la carte de la stabilité qu'on va essayer de jouer puisque notre objectif de 10 ans Bund est l'ordre de 1,85% fin 2023 avec une configuration qui sera en fait une configuration de repontification des cours puisque là où par exemple en fait un 10 ans ça va plaire à Samy, ça pour les banques ça. Voilà, un 10 ans américain va perdre 60 points de base, le 2 ans US lui va en perdre 120. Donc on va avoir en fait ce phénomène de repontification très fort aux États-Unis parce que on a aussi beaucoup en fait d'anticipation de baisse des taux qui vont jouer énormément sur les ténors courts de cette courbe américaine. Un peu moins fort en zone euro, mais les marchés voudront probablement en fait jouer en fait la BCE dans les pas de la Fed et commencer à
à jouer en fait cette thématique de baisse des taux également en Europe, même si notre anticipation concernant la BCE est plutôt de la stabilité justement du taux de dépôt, y compris jusqu'à fin 2024. Ça veut dire que tous ces débats autour de l'inversion des courbes, du fameux 3 mois 10 ans qu'annonce la récession, qu'il faut jouer de l'inversion des courbes, finalement, ce que tu dis là, c'est qu'on va plutôt passer à du bull steepening finalement dans les prochains mois, quoi. C'est le cas, ça va être progressif. Alors, la sortie de la négativité, voilà, de la totalité des segments de courbe, peut-être pas nécessairement en fait possible en fait l'année prochaine, puisqu'on va avoir justement plutôt une baisse des taux généralisée. Petit mot sur un peu les swap cash, mais disons sur le BTP typiquement, comment est-ce qu'on voit l'évolution des spreads souverains dans ce contexte? Plutôt en fait à l'élargissement, parce que justement on a ces deux facteurs techniques que sont les TLTRO et le QT, quantitative tightening, qui vont avoir en fait un impact négatif. On va avoir davantage en fait d'émissions souveraines à absorber donc, par les marchés. Donc pour nous, ça a de la valeur en termes d'évolution des primes de risque. Donc écartement sur un horizon juin de l'année prochaine vers 240 points de base sur le 10 ans BTP Bund, et ensuite du resserrement, configuration similaire pour l'OAT Bund qui terminera l'année 2023 autour de 45 points de base. Dernière petite question sur l'euro, dans ce contexte-là où nous on a décrit finalement une situation où l'Europe, en termes macroéconomiques, c'est pas l'Armageddon, c'est pas l'énorme crise énergétique que d'aucuns veulent nous décrire. Une situation où les États-Unis finalement sont peut-être plus proches du pivot en termes de taux d'intérêt que nous. Comment est-ce que tu vois, et toi et tes équipes, l'euro-dollar évoluer? Alors, deux facteurs importants. Retour de l'appétit pour le risque. Resserrement en fait des spreads entre US et Europe, donc deux facteurs qui selon nous en fait vont permettre à l'euro-dollar en fait de se renforcer, de rebondir vers 1,10 selon nous en fait d'ici fin 2023. Alors ça me fait une transition, merci Cyril, habile pour Florent. Cyril parlait de retour un peu de l'appétit pour le risque. On a vu l'année 2022 terrible, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans l'histoire. Finalement, une année où les bonds perdent 10% et les actions perdent 10% la même année, ça s'est vu jamais. Donc on est vraiment dans une année complètement unique. On a vu des performances d'un portefeuille 60% actions, 40% bonds, ce qu'on n'a pas vu là aussi depuis les années 30. Bon, une année terrible pour les actifs risqués. Qu'est-ce qu'on dit de 2023, Florent? Ça va être moins pire? Ce qu'on espère, c'est que ce sera un peu mieux. On attend quand même des rendements positifs, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais malgré tout, je pense que ce sera peut-être une année peut-être un peu plus compliquée, avec beaucoup de revirements un peu tactiques. Et je pense que c'est vraiment une année où il faudra être tactique assez fortement. Pourquoi? J'ai essayé de l'expliquer là avec ces slides. Effectivement, ça restera une année qui restera fondamentalement macro. C'est-à-dire qu'en fait, les trois drivers macro qui sont l'inflation, les banques centrales et la croissance vont rester bien présents. On l'a vu avec nos économistes tout à l'heure. Ça reste les trois thèmes clés. Et, alors, même s'il y a une guerre comme en 2022, de toute façon, ça ne change pas. De toute façon, après, il peut y avoir des événements exogènes, s'il y a des bonnes nouvelles côté Ukraine, etc. Et il y en a déjà côté Chine. Et ça participe d'ailleurs au fort rallye qu'il y a ces dernières semaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que les trois drivers vont rester là. Ils vont dans une configuration peut-être différente. Effectivement, l'inflation, le pic est a priori derrière nous. Les banques centrales, le marché price bien aujourd'hui ce qui se passe. Alors le marché n'achète pas encore le higher for longer qui est vendu par Powell, parce que comme l'a dit Cyril, il y a déjà du pricing de baisse qui est assez agressif, notamment aux US, qui est déjà pricé pour fin 2023, début 2024. Donc ça peut être un facteur de risque. Mais le facteur vraiment clé, et c'est là aussi notre call est important, c'est celui sur la croissance, puisque nous on voit une récession moyenne, on va dire mild recession, je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais en tout cas une gentille récession, une récessionnette, mais en tout cas et donc ça, par contre, c'est clair qu'on est quand même dans un contexte où il y a beaucoup de révisions baissières côté macro qui ont eu lieu toute l'année et de révisions baissières côté micro. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu aussi avec les anticipations de earnings ou de bénéfices par action côté US et Europe qui se sont littéralement effondrés ces dernières semaines. Et donc ça, c'est clairement un contexte où, effectivement, même si on n'a qu'une récession gentille l'année prochaine, ça va quand même peser sur la capacité des entreprises à générer des profits. Et donc, typiquement, nous, on attend avec nos modèles de projection, en prenant en compte les prévisions de croissance, de taux, de pétrole et de change, on arrive à en fait une croissance des earnings aux US qui sera de 0%. Donc pas de croissance flat. Et en zone euro, on sera proche de 2%. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas non plus beaucoup de grains à moudre côté cash flow des entreprises, d'autant plus qu'il y aura certainement une compression des marges. Donc il va falloir trouver un peu
de levier ailleurs. Et en fait, tout ça pour dire que je pense que l'année sera compliquée parce que justement, toute la thématique du cycle va être compliquée à timer. Même si c'est une petite récession, il y aura quand même une récession. Donc ça sera quelle est l'ampleur de la récession et quelle est l'ampleur du rebond. Et ça va être compliqué pour timer le marché equities. Je pense que c'est mieux de parler de petite récession que récession gentille. Je ne pense pas qu'il y ait de récession qui soit gentille, en Absolument. effet. Et Florent, du coup, tu disais le timing is of the essence, comme disait Jean-Claude Trichet. On a vu les actions rebondir là, de passer en bull market de plus de 20%, effacer toutes leurs pertes pour 2022, comme s'il n'y avait pas eu de guerre, de crise énergétique, de ralentissement à venir de la croissance. Qu'est-ce qu'on fait de ce rebond des actions là, de 20%? On vend maintenant, on attend un peu plus tard pour racheter, ou alors est-ce que c'est le début de ce retournement du pivot? Qu'est-ce qu'on fait de ce rebond d'actions? Moi, je pense que c'est encore un peu tôt pour crier victoire. Encore une fois, quand il y a une récession devant nous, dont malgré tout, il y a toujours beaucoup d'incertitudes autour de cette récession, c'est compliqué de se mettre là. On sait que les actions, typiquement 5 à 6 mois avant la fin d'une récession, ça rebondit. Mais là, on n'a pas commencé la récession, donc ça me semble un peu tôt. Un autre élément qui m'inquiète, moi particulièrement, et ce sur quoi on communique depuis assez longtemps, c'est que les actifs risqués américains sont quand même extrêmement chers, contrairement aux actifs européens. D'où d'ailleurs ce que tu disais, c'est-à-dire que malgré tout, les US, ils ont rebondi de 10%, les actions européennes ont rebondi de 20%. Donc il y a bien quand même un effet de valo, et les valorisations sont extrêmement élevées aux US. Si on regarde les equities aux US, on regarde plein de valeurs dans nos publications. En moyenne, on est dans le top 25%, donc les actions sont quand même très chères aux US, historiquement, les actions les plus chères dans le top 25. En zone euro, on est plus dans le bottom 25, donc ça veut dire qu'on est vraiment dans le quartile le plus faible. Si on regarde le high yield US, on est à sous 450 BP. Bon, si vous avez une récession, normalement, vous avez des spreads qui sont autour de 700, 800 BP. Si vous regardez même le dollar, on est très cher. On est quasiment au niveau les plus élevés si on attend une récession. L'année prochaine, en début d'année, on est sur les niveaux les plus élevés pré-récession. Donc tout ça, ça m'incite quand même à beaucoup de prudence parce que les actifs US sont chers et donc ça veut dire qu'ils sont vulnérables à des mauvais chocs, soit des mauvaises surprises côté Fed, si jamais on se trompe et que la Fed ira plus loin que 5%, ou côté croissance si la récession est plus méchante que ce qu'on anticipe. Alors ce serait quoi les bons indicateurs à regarder pour retourner un peu plus risk-taker? Je pense que les bons indicateurs à retourner, il y en a, à regarder déjà, c'est suivre déjà le news flow inflation. Donc ça, c'est pour ça qu'il malgré tout, malgré cette fragilité, je pense qu'il y a aussi du potentiel pour une poursuite de mouvements positifs. C'est que tant que, voilà, encore une fois, le marché action, c'est un peu une machine à voter. Donc tant que le scénario d'une désinflation que nous anticipons se profile, je pense que le marché va l'acheter et va enfoncer le clou. Donc ça peut être quelque chose d'assez tactique, je pense. Ça veut dire que même si on est un peu fébrile, il peut y avoir encore de l'upside côté equities. Et après, ce sera vraiment côté croissance qu'il faudra regarder ça. Malgré tout, voilà, moi, mon scénario de base, c'est quand même qu'il faut rester sur des choses assez conservatrices et prudentes côté action, avec les styles de qualité, donc des actions qui sont résilientes au freinage, qui sont résilientes avec une capacité de générer du cash flow importante, qui sont capables de maintenir des marges dans un contexte compliqué. Donc ça, c'est vraiment le point clé. Et deux, il faut aussi continuer à jouer la décompression, ce que j'appelle les value spreads, c'est-à-dire qu'il y a quand même un gros écart aujourd'hui avec une très forte prime des entreprises croissance contre les entreprises un peu plus décotées. Et ça se voit partout. Et je parlais tout à l'heure de l'absence de forte croissance des bénéfices. Ça veut dire que pour que les actions progressent, il faut qu'il y ait de nouveau une expansion des multiples. Et donc ça sera plus important du côté des endroits où le marché est moins cher. Et donc ça, c'est l'Europe. Donc typiquement, pour donner des cibles, on attend quand même une progression des indices sur le S&P et sur l'Eurostoxx 50. On voit une cible de 4300 pour la fin d'année. Donc quand même une progression, mais qui se manifestera plus en deuxième partie d'année, avec une capacité pour l'Europe de surperformer parce qu'elle est moins chère aujourd'hui. Voilà. D'autres calls pour 2023 ? Oui, l'autre call qu'on défendait depuis le début de l'année aussi, c'est des stratégies alternatives, parce qu'effectivement, tu évoquais le fait que les portefeuilles 60-40 ont connu une année horrible, avec un drawdown jusqu'à 25% de pertes, donc ce qui est effectivement du jamais vu depuis qu'on a les données. Il faut aller chercher effectivement des actifs un peu diversifiants, parce qu'on est dans un monde où effectivement, à cause de l'inflation et potentiellement à cause de la désinflation qui va venir, on va avoir une corrélation entre le rendement des actions et le rendement des bonds qui va rester positive. Donc évidemment, pour diversifier, il faut trouver d'autres stratégies. Et typiquement, les stratégies de tendance, donc les suiveurs de tendance, qu'on appelle CTA aussi, c'est des stratégies qui décorrèlent et qui donnent du rendement, notamment quand il y a des crises, ou notamment quand il y a des trends importants sur l'inflation ou sur la désinflation. Donc ça, c'est des stratégies que j'aime bien, qu'on a déjà poussées. Vous pouvez regarder l'outlook de l'année dernière,
ils ont extrêmement bien performé, de l'ordre de 20% cette année. Ça ne fera peut-être pas 20% l'année prochaine, mais en tout cas, c'est une stratégie qui diversifie et qui amène de la convexité à votre portefeuille lorsqu'il y a des soucis sur les marchés. Bon, tu évoquais des calls qui ont bien marché. On a des calls qui ont pas mal changé. On a une petite question pour toi, Cyril, que je transfère avant de passer à Samy. En début novembre, on avait plutôt des anticipations de boon fin 2023 à 2,5. Comment est-ce qu'on explique justement ce revirement ou cette grande baisse de nos anticipations de taux fin d'année 2023 ? Le marché américain, la rapidité en fait du retournement, elle a été importante et voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est difficile de se mettre en face en fait de cette volonté du marché à acheter en fait ce pivot des US et aussi l'idée que justement la baisse des comos, elle a été assez salvatrice dans un sens, puisqu'elle vient asseoir peut-être de façon un peu plus confortable l'idée que l'inflation européenne va chuter. Donc on aura la confirmation, je l'espère, dans quelques semaines. Donc ces deux facteurs-là ont été en fait les deux gros drivers en fait, derrière la révision en fait, baissière qui a été la nôtre. On pourra rajouter la macro, hein, parce qu'en fait, on a quand même cessé de réviser à la baisse quand même notre scénario de croissance aussi, et donc, évidemment dans un contexte de quasi-récession / stagnation, on a évidemment des niveaux de taux plus bas, donc je pense que ça doit jouer un petit peu aussi. Alors justement, taux plus bas, mais en même temps, peut-être on va passer de l'aplatissement à la pontification. Tout ça semble plutôt favorable aux banques, mais de l'autre côté, gros ralentissement économique, peut-être des non-performing loans qui peuvent remonter avec soit sur les particuliers, soit sur les entreprises, peut-être un peu de retour aussi à la normale finalement des taux de défaut. Qu'est-ce qu'on dit sur les banques, Samy ? Justement, finalement, cette situation avec des taux plus élevés, positifs, elle était attendue de la part des banques. Donc maintenant, on y est et c'est une très bonne chose pour les banques. Il faut savoir que entre 2014 et 2021, les return on equity étaient extrêmement bas, de l'ordre de 6% en moyenne en Europe. Et on était toujours derrière nos compétiteurs américains, donc alors qu'eux tournaient entre 9 et 12% en moyenne en termes de return on equity. Finalement, aujourd'hui, on s'attend plutôt à des return on equity au-delà de 8% en Europe, donc c'est une très bonne chose. Certes, on n'est toujours pas au niveau américain, mais finalement, on y arrive progressivement. Et en termes de net interest margin, donc là, c'est un indicateur très important pour les banques, compte tenu de leur business model qui est orienté très retail. Il faut savoir que ça explique entre 50 et 60% en moyenne du revenu bancaire. On a atteint des points bas pendant la crise du Covid. On est aux alentours de 135 points de base en moyenne. Finalement, pour 2023, nous, on attend une net interest margin aux alentours de 2,3%. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça permettra de générer environ 100 milliards de net interest income supplémentaires sur 2 ans, donc entre 2022 et 2023. Et donc finalement, ça va permettre, encore une fois, de tirer la profitabilité vers le haut. Alors, profitabilité donc en hausse avec cette MNI. Et quid des provisions ? Je disais, on est quand même dans un monde finalement de ralentissement économique, peut-être de remontée du chômage, donc des incidents de paiement, alors qu'on ne voit pas encore du tout, typiquement dans un groupe comme BPCE. On reste assez prudent, mais pour l'instant, on ne voit pas de choses trop inquiétantes. Mais évidemment, dans un ralentissement plus marqué, ça va être immanquablement arriver. Et puis, sans doute, des augmentations des défauts des entreprises, parce que tous les filets vont arriver. Qu'est-ce que ça va faire sur les provisions des banques ? J'imagine que ça va remonter, non ? On serait bien passé. S'il y avait seulement la hausse des taux, ça aurait été parfait pour les banques. Mais finalement, donc on a des coûts qui ont augmenté en 2022, compte tenu des pressions inflationnistes. Les coûts, jusqu'aux 9 mois, year over year, c'était entre 5 et 8%, à peu près. Sur 2023, nous, on s'attend à une hausse des coûts de l'ordre de 3%, à peu près. Mais on aura quand même des ratios de cost to income stables, voire en amélioration, parce que la croissance des revenus devrait normalement compenser la hausse des coûts. Donc ça, encore une fois, c'est plutôt une bonne chose et c'est assez positif et porteur pour le secteur. Par contre, un des points clés pour 2023 et un des points, je dirais, d'attention pour 2023, ça reste les provisions et la manière dont les banques vont se comporter. Est-ce qu'on adopte un comportement plutôt conservateur ? Également, la BCE, on le voit, les régulateurs sont extrêmement conservateurs dans les provisionnements. Donc nous, dans nos modèles, on attend plutôt un coût du risque de l'ordre de 70 points de base environ en 2023. Alors que c'est un niveau qui reste, en absolu, c'est assez élevé, mais finalement, ça reste quand même très gérable, c'est gérable pour les banques.
Si on doit comparer à 2008 ou 2008-2009 par exemple, ou même 2020, 2008-2009, on était aux alentours de 150 points de base en termes de coût du risque. Et en 2020, donc pendant la crise du Covid, on était plutôt aux alentours de 90 points de base. Donc tu n'as pas trop d'inquiétude sur la qualité des actifs dans les bilans des banques, là, dans un contexte comme ça? Alors, sur la qualité des actifs, là encore une fois, c'est des indicateurs. Donc, on va prendre la partie stage 2. Donc là, c'est les stages, c'est les prêts qui sont en train de se détériorer. Là, encore une fois, on a de la pression de la part du régulateur pour que les banques soient assez proactives dans les provisionnements, mais également dans la classification des prêts. Donc en fait, les stages 2 sont extrêmement sensibles à la conjoncture macroéconomique. Donc c'est pour ça que pendant la crise du Covid, on les a vus augmenter et atteindre un pic. Mais par la suite, je dirais que le sub-bucket a très vite dégonflé. Donc en fait, nous, sur 2023, comme on a une dégradation des variables macro, etc., on s'attend à ce que justement il y ait une augmentation des stages 2 entre 150 et 200 points de base en moyenne en 2023. Donc il devrait atteindre 12% à fin 2023. Par contre, sur les stages 3, et donc sur les NPL, etc., là par contre, ils mettent beaucoup plus de temps à augmenter. Donc voilà, c'est un indicateur retardé. Donc là par contre, même si les banques attendaient qu'il y ait une détérioration massive, les propos d'Enria pendant la crise du Covid, qui s'attendaient à une augmentation des NPL de l'ordre de 1000 milliards, finalement n'ont pas du tout eu lieu. Donc c'était plutôt la situation opposée. On a des NPL ratios extrêmement bas, aux alentours de 2%, donc c'est le point le plus bas jamais atteint. Et finalement, même si on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation des défauts en 2023, ça ne viendra pas mettre de pression supplémentaire, je dirais, sur le bilan des banques, et ce ne sera pas avant la seconde moitié de 2023. Donc voilà, 2023, c'est pas 2008, c'est... Exactement, non, loin de là. Merci beaucoup Samy, donc je pense que c'est un petit peu le moment de conclure de cet événement de ce matin. Si je résume un petit peu le propos, on a des choses, je crois, en termes macroéconomiques, c'est ce que tu disais sur les... On a tendance quand même à être souvent un peu trop négatif, sans doute, et nous, dans notre scénario, on a l'impression que finalement, même récemment, on est plutôt en train de réviser à la hausse. Finalement, les derniers indicateurs qui sortent ne sont pas si mauvais, les indices des surprises économiques aux États-Unis, même en Europe. On le disait tout à l'heure, on citait ça avec la production industrielle qui semblait résister beaucoup mieux que prévu à la hausse des coûts, et on voyait plutôt des économies d'énergie finalement qui ne se retrouvaient pas dans une trop forte baisse de la production. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais on reste quand même dans je répète, je martèle un peu le propos, on est plutôt, nous, sur finalement une macroéconomie qui ralentit très fortement, certes, mais on n'est pas dans une grosse récession. Samy le disait sur les banques, c'est pas 2008. Globalement, ça résume bien le propos. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une récession, je dirais, classique. On est plutôt dans quelque chose de proche de la stagnation. Et sur les banques centrales, là, on est très consensuel sur la Fed, 5%, sans doute de taux terminal. On est un peu plus prudent sur les baisses des taux anticipées. Cyril disait qu'il y avait 150 BP. Nous, on a tendance à dire que la Fed va les garder peut-être, c'est plutôt vraiment en fin 2023 qu'on reverra les baisses. Donc là, on est assez consensuel, mais c'est vrai que sur les États-Unis, nous, on est quand même assez prudent sur la macro, avec une reprise 2023, enfin pas une reprise, un ralentissement 2023 quasiment similaire à celui de l'Europe, et ce n'est qu'en 2024 qu'on verra ce rebond. Là où on a un petit sujet, c'est sur la Chine, comme tout le monde. On est en train de, Alicia tout à l'heure disait, sans doute un rebond chinois, donc ça c'est bon pour l'Allemagne, c'est bon pour la Corée du Sud, c'est bon pour l'Asie du Sud-Est, mais c'est pas très bon pour le prix des matières premières. On le citait avec Dominique Jam sur le LNG, la capacité à finalement à capter ce gaz-là. Donc quand même à suivre. La Chine, c'est un quart de l'énergie, des importations d'énergie dans le monde. Donc si le moteur chinois démarre, c'est bon pour l'économie mondiale. C'est peut-être un peu moins bon pour notre énergie et donc sur notre inflation. Mais globalement, notre propos, c'est quand même celui-ci. L'inflation va quand même largement baisser à la fin de 2023 par rapport à 2022. C'est pas une normalisation du tout. Transition énergétique, on l'a vu encore une fois avec Dominique et Ivan, ça va prendre du temps. Il y a des choses qui se passent, mais beaucoup plus rapides que prévu. Mais néanmoins, ça va prendre du temps et avec un coût. Encore une fois, une voiture thermique est 45% moins chère qu'une voiture électrique. Donc voilà, on va avoir du coût. Le prix des pales éoliennes, c'est 15% de supplémentaire, etc. Le lithium qui a monté de 700%. Voilà, transition énergétique, ça a un coût. Derrière, c'est désinflationniste, mais court terme, moyen terme, c'est plutôt inflationniste. La démondialisation, etc. Donc on ne revient pas du tout à la normale. Joël l'a dit, pareil sur les prix du gaz, finalement. On ne parle pas d'une normalisation quand on parle d'un prix du gaz à 140, alors qu'il était à 20 auparavant. Mais tout de même, si on compare les prix de 2023 à 2022, au choc post-invasion de l'Ukraine par la Russie, on va avoir des effets de base très très forts. Donc l'inflation va revenir. Les banques vont pivoter quand même assez rapidement aux États-Unis, on l'a dit, décembre et février, c'est fini.
Mais Cyril le disait, peut-être même que la BCE va s'arrêter plus tôt que le consensus du marché, puisque au-delà des taux, c'est d'autres mécanismes qui vont utiliser. Et donc, c'est trop tôt pour revenir sur les actifs risqués. Mais peut-être qu'on peut dire que l'année de fin 2023, là aussi, le niveau des actions sera supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été si nombreux à nous suivre aujourd'hui. On a une nouvelle session anglaise à 15h pour ceux qui voudraient compléter. Et puis surtout, on va publier un document à l'appui de ça avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus complet que ce que vous avez pu avoir aujourd'hui avant la fin de semaine. Et puis n'hésitez pas sur notre site internet ou nous suivre sur les réseaux sociaux. On sera ravis d'échanger avec vous. Merci beaucoup.